Nul n'ignore aujourd'hui qu'il existe un grand décalage dans notre société entre l'hypersexualisation des corps adultes et le tabou concernant la sexualité des jeunes et adolescents qui ne manque pas non plus d'ampleur. Sujet complexe et difficile à aborder pour la plupart des parents avec leurs enfants. Aujourd'hui, avec une spécialiste, nous allons explorer le chantier de l'initiation à l'éducation sexuelle des jeunes et adolescents, notamment le rôle et l'attitude des parents dans le processus. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Boulevard des Femmes. Installons notre invité fil rouge. Ma princesse, tu t'es déjà réveillée? Oh, ça a été court, hein, ton sommeil. Très court, ton sommeil. Épouse, mère et grand-mère, Micheline Adjovi Natib Houeda de Ouida se consacre à la recherche de l'histoire de l'Afrique et de son peuple en particulier. Elle est écrivaine et auteure de 4 titres à succès. J'ai vaincu parce que j'ai cru, Dévoiler qui vous êtes et exercer votre pouvoir, L'audace du meilleur, Vaudou, la forteresse d'espérance avec un 5e en gestation. Élève de la première promotion de l'école de haute technologie après son baccalauréat scientifique, elle est sortie programmeur en informatique de gestion et a fait carrière dans une institution internationale de promotion de la démocratie et de la décentralisation, ce qui lui a permis de continuer ses études à l'Université nationale du Bénin pour l'obtention d'une maîtrise en sciences juridiques et d'un DSS en gestion des projets et développement local à l'Université d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui installée à son propre compte, Micheline Adjovi est titulaire d'un certificat en psychologie de l'enfant et coach en développement personnel pour renforcer sa capacité en vue d'apporter sa pierre à l'édification de la petite enfance. Elle est la fondée d'une crèche-garderie pour soulager les jeunes parents. Elle vient aussi en aide aux enfants en crise d'adolescence et de puberté. C'est du bonheur d'être avec les enfants et ta Micheline a dit qu'on ne voit même pas le temps passer. C'est bien cela. Lorsqu'on est avec les tout petits, le temps passe tellement vite. Ils égayent, on est en joie. On passe toute la journée en joie, à parler, à donner des conseils. C'est vivant. Et c'était bon. Micheline Adjovi, toujours pleine d'énergie et d'émotions positives. Bienvenue sur Boulevard des Femmes. Merci beaucoup. Mirabel Apaki, la pleine forme? Ouais, je vais bien ce lundi. Anita Marcos, Ça va, super. le beau sourire? Le sourire inspirant de Madame la Ministre? Oh oui, ça va quand même. Sourire inspirant, c'est beau matin, oui. Super! Ça va. Contrairement à toutes nos invités, nos premières invitées sur Boulevard des Femmes, Micheline Adjovi, vous avez découvert Boulevard des Femmes avant d'être sur ce plateau. Qu'est-ce que cette émission vous inspire? Oui, hier, j'ai suivi Boulevard des Femmes, la toute première édition. Et c'était bien. J'ai aimé. Et le thème d'abord, la promotion de la femme, les tests qui canalisent cette promotion. Madame Ongan Aïmona nous a entretenus et avec Maître Alessandrine Saïzonou. C'était édifiant. Et je me suis dit, waouh, on a tous ces tests, mais nous ne les utilisons pas. Nous ne les utilisons pas. Dans le feu de l'action, soit c'est à l'amiable, on règle les choses à l'amiable. Hein? C'est l'Africain, c'est le Béninois qui est comme ça. C'est rare qu'on aille vers les tests pour réclamer nos droits. On préfère régler les choses familiales et dans l'amitié. Parce qu'on dit souvent, il est souvent mieux d'avoir un arrangement pas bien que d'un bon procès, hein, pour toujours garder les liens
familiaux, la cordialité. Et on a assez de tests. Élever en famille. Donc, on a assez de tests que nous utilisons à peine. Parce que et voilà tout l'intérêt de Boulevard des femmes, c'est d'y prendre graine, de prendre des leçons, d'aller apprendre des choses que nous ne savons pas ou d'aller nous réinformer, nous réactualiser par rapport à des informations qui existaient. Vraiment. Ben, revenons à vous, Micheline Adjovi. Qu'est-ce qu'un coach en développement personnel, puisque ça fait partie de vos titres? Bien sûr. Un coach permet d'aider, aide l'autre à révéler qui il est, à se connaître d'abord afin de révéler qui il est. Parce que souvent, l'éducation formelle ne nous apprend pas qui véritablement nous sommes, notre identité, le potentiel que nous incarnons. L'école formelle ne nous apprend pas cela. En tant que coach, on arrive à amener le client à se révéler, à se connaître et à exploiter à fond toutes ses potentialités. Et c'est tout ça là que vous explorez à travers vos livres, puisque vous écrivez également, vous êtes une écrivaine, nous on vous a connu comme écrivaine. Oui, à travers mes livres, j'ai commencé par J'ai vaincu parce que j'ai cru, et c'est une expérience que j'ai voulu partager. Ensuite, en partageant, le goût est arrivé et j'ai écrit Dévoilez qui vous êtes et exercez votre pouvoir. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas montrer qui vous êtes réellement à l'autre. Vous ne pouvez pas explorer toutes les ressources qui gisent en vous. Donc, il faut connaître pour pouvoir donner. Alors, Mirabelle, Anita, vous avez vu, je vous ai dit, elle est pleine d'énergie. Ouais, ça se sent déjà. Alors, en général, qui sont ceux que vous coachez? Alors, j'ai une garderie, je coach d'abord mes champions. C'est pour cela que je les appelle les champions. Ils sont mes princes, ils sont mes princesses, ils sont mes anges, ils sont champions. Donc, dès que je les prends, je commence en même temps de les coacher. Et chez nous, quand on tombe, on se lève rapidement, comme si on n'est jamais tombé. De sorte que je les moule dans cet esprit du meilleur d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que vous apprenez concrètement aux enfants? Mais le fait de dialoguer avec eux. Dialoguer avec eux. Vous avez vu dans mon portrait, quand mes bébés se réveillent, je les appelle prince ou princesse. Généralement, ce n'est pas ce nom que moi je les appelle. Ils sont princes, ils sont champions. Et à force de les appeler par ces noms, ils métabolisent ça et donnent. Et se comportent effectivement comme des champions. Et les parents me le disent. Parce que si vous n'appelez pas vos enfants par prince ou princesse ou champion ou mon cœur, mon trésor, ils ne vont jamais révéler ce qu'ils sont. Souvent les parents, soit regardez-moi cette grosse tête là. Wow. Non, il va te montrer qu'il a vraiment une grosse tête. Non. Non, c'est dès l'enfance. Ça prouve que oui, que les enfants, quand on leur dit ce genre de choses, ils grandissent avec ça. Ils manquent de confiance en eux-mêmes et ce n'est pas toujours favorable pour l'avenir. Pour leur développement. Donc, il faut valoriser son enfant. En valorisant votre enfant, vous inculquez en lui une confiance en soi. Et il est content. Qui n'aime pas qu'on l'apprécie? Ghislaine, est-ce que tu n'aimes pas lorsqu'on te fait des appréciations, lorsqu'on te fait des compliments? Donc, tout le monde aime ça. En valorisant votre enfant, vous l'aidez à s'épanouir, à se faire confiance et à donner le meilleur qu'il a en lui. Ah ben là, c'est vraiment intéressant. Moi, j'avoue que votre énergie me submerge moi-même. Il y a déjà des ondes positives par ici. Il y a déjà des ondes positives par ici.
Mirabel demandait tout à l'heure, hein, qu'est-ce que vous enseignez aux enfants? Mais nous, ici, sur ce plateau, et pour ce numéro de Boulevard des Femmes, nous nous intéressons beaucoup plus à l'éducation sexuelle. Est-ce qu'il vous arrive, déjà, puisqu'il paraît qu'il faut le faire dès le bas âge, est-ce qu'il vous arrive d'éduquer sexuellement ou de parler de sexualité avec vos enfants? Et je m'occupe de la petite enfance. Je les prends à bas âge, 2 mois, 3 mois, et je les garde jusqu'en classe de la maternelle, au moment où ils doivent aller à l'école. Donc, éducation sexuelle en tant que telle, je ne le fais pas. Mais j'apprends à partir de 2 ans à mes enfants les différentes parties du corps. Mais ça, c'est déjà aussi l'éducation sexuelle. Je leur apprends les différentes parties du corps sans occulter les organes sexuels. Parce qu'à partir de 2 ans chez moi, l'enfant ne porte plus de couche. Donc, on va aux toilettes. On va pisser aux toilettes pour les garçons et sur un vase pour les filles. Donc, pour le garçon, je lui apprends à reconnaître son zizi. Qu'il faut faire sortir son zizi de son petit caleçon pour pouvoir faire pipi. Ah oui, c'est déjà ça. Et pour la femme, et pour la petite fille, je lui apprends sa zézette. Il faut s'asseoir sur le pot et faire pipi à travers sa zézette. Donc, j'apprends, parce qu'il ne faut pas, souvent on apprend toutes les parties du corps à l'enfant et par hypocrisie, on laisse les parties sexuelles, intimes. C'est pas normal. Les enfants peuvent se demander pourquoi on nous apprend tout, sauf ces parties-là. Est-ce que c'est par hypocrisie ou peut-être par ignorance? Parce qu'on dit souvent qu'on n'enseigne que ce qu'on a reçu. Quand on sait que par le passé, les parents avaient vraiment des difficultés avec eux, dans le temps, leurs parents, d'échanger sur ces préoccupations, est-ce que ce n'est pas le fait que les parents eux-mêmes n'aient jamais eu l'habitude d'échanger de ces préoccupations avec leurs parents? Oui, tu as tout à fait raison, parce que être parent ne s'apprend dans aucune école. Être parent, on nous met, en tant que femme, en tant qu'épouse, on nous met à l'œuvre. On commence avec l'expérience en même temps, sans avoir appris quelque part. Alors que tout ce que nous faisons, les formations, on va apprendre quelque part pour avoir la main et les essais. Mais le métier de parent ne s'apprend nulle part. Donc, quelque part, ce n'est pas ignorance. Mais il faut apprendre toutes les parties du corps à son enfant. Et dans une ambiance cordiale, de convivialité, une ambiance de confiance, une ambiance de bienfaisance, une ambiance gaie. Les enfants écoutent toujours, hein, et puis ils suivent, surtout quand c'est les parents qui en parlent. Mais mis à part le fait d'apprendre, comme vous dites, qu'on ne peut pas apprendre à être parent, est-ce que sur la base de leur propre expérience, leur expérience personnelle, ils ne peuvent pas déjà développer une meilleure éducation pour que leurs enfants ne fassent pas forcément les mêmes erreurs qu'eux? Est-ce que, mis à part le fait qu'on apprend effectivement pas à être parent, en principe, on devrait se baser sur nos propres expériences pour aider nos enfants à mieux... Mais déjà, il faudrait que les parents soient informés qu'il faudrait qu'ils partagent de leurs expériences avec leurs enfants. Et tous les parents ne sont pas réellement informés. Mais l'autre chose aussi, il y a la pudeur. Il y a la pudeur. C'est l'éducation qu'on a reçue. Et c'est en cela que je rejoins peut-être Mirabel qui dit qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu. Quand on a reçu, après tout ce qu'on a reçu comme éducation, on a une certaine pudeur. Et qu'on ne nous a jamais parlé de sexualité ou qu'on nous a fait savoir que la sexualité est totalement tabou, on a du mal à le dire à l'enfant. Même si on a bien envie de le faire, on se demande mais quel mot utiliser et quelle expression utiliser. Mais sinon après, c'est l'enfant qui commence à poser des questions très tôt. Très tôt. Et ce que moi je m'en vais demander tout de suite à Micheline Adjovi, c'est de nous dire, est-ce qu'elle trouve opportun qu'on introduise l'éducation sexuelle à bas âge? Oui, mais pourquoi pas? Il faut introduire l'éducation sexuelle graduellement par rapport au niveau d'évolution de l'enfant. Il faut rien exagérer. Donc, progressivement, par le comportement de son enfant, on essaie d'équilibrer et d'évoluer en crescendo.
C'est comme ça. Donc, il faut aller progressivement. Parler, discuter avec l'enfant. Dans la maison, lorsqu'il y a une discussion, parce que les enfants sont des êtres imitateurs. Ils imitent beaucoup. Beaucoup. Ah ouais. Ils regardent faire et ils imitent. Et lorsque... À la perfection. Oh, vraiment, ils sont des imitateurs. Donc, ce n'est que par là qu'ils apprennent. Donc, lorsque en famille, chez les parents, il y a une bonne ambiance, l'enfant apprend à bien se comporter, à s'exprimer, à s'exprimer. Et ne pas avoir peur de ses parents. Pour que l'enfant n'ait pas peur de ses parents, c'est aux parents de faire le premier pas. Savoir saluer son enfant au matin, lui souhaiter une bonne nuit, lui souhaiter un bon appétit, et l'enfant, comme ça, commence et s'éveille en s'exprimant Donner bien. le bon exemple à l'enfant. Le sujet Toujours. de l'initiation à l'éducation sexuelle des jeunes et adolescents a fait l'objet également d'un échange entre Mirabel Akpaki et une spécialiste des questions, de cette question dont nous débattons aujourd'hui. C'est exact, Ghislaine. Nous nous intéressons cette semaine aux jeunes adolescents pour parler notamment de l'éducation sexuelle, mais surtout de l'encadrement des parents lorsque ces enfants atteignent l'âge pubère. Donc, pour en parler, nous avons interrogé Dr Hortense Lokossou, responsable genre, égalité et droits humains à Passerelle, une ONG basée à Cotonou, ici. Quand nous parlons de santé sexuelle, il faut déjà noter que c'est l'ensemble des informations et des connaissances liées à la santé sexuelle et reproductive qui font partie intégrante de la qualité de vie d'un individu. Cela va au-delà de toutes les informations qui concernent l'offre de services de santé, la connaissance sur l'organe mâle ou femelle, le sexe, mais ça va au-delà de tout ça et qui appelle à une sexualité saine, satisfaisante, en toute sécurité. Il faut que chaque adulte se remémore son adolescence. Et quand nous allons nous remémorer notre adolescence, nous allons comprendre ce qui se passe dans le corps des adolescents et des adolescentes. Nous avons tous passé ces hauts et ces bas. Nous savons que, au fait, c'est une période, je vais dire que c'est un tourbillon d'émotions, c'est une période de curiosité, c'est une période de contradiction, c'est également une période de grands changements physiques, émotionnels, sociaux, sexuels et tout. Et c'est aussi une période qui est marquée par l'influence des pairs, fortement marquée par l'influence des pairs et l'influence des adultes qui sont dans l'environnement. Donc, il faut déjà comprendre que les scientifiques ont déjà démontré cet état de choses et qui nous prouvent qu'il y a des parties au niveau du cerveau qui justifient le comportement à l'adolescence. Il s'agit du cortex préfrontal qui forme le jugement et qui n'est pas vraiment développé chez l'adolescence, en tout cas avant l'âge de 20 ans. Également, nous avons le noyau accubain. Le noyau accubain qui forge les appréciations, qui forge les plaisirs, les récompenses chez l'adolescent, qui est très développé. Et nous avons enfin l'amygdale qui forge les comportements agressifs chez l'adolescent, qui est aussi développé. Donc ces trois éléments réunis, nous devons comprendre le comportement des adolescents. C'est plutôt à nous, les parents, les tuteurs, les encadreurs, qui devons les accompagner à cette étape d'adolescence où ils sont laissés à eux-mêmes, ils sont influencés par les pairs et ils n'ont pas vraiment cette capacité de faire de discernement. Il n'y a vraiment pas d'âge pour ça.
quand nous parlons de santé sexuelle, je l'ai dit tantôt que c'est un ensemble. Et que ce n'est pas seulement de l'acte sexuel qu'il s'agit. C'est un ensemble de dialogue entre le parent et l'enfant. Le dialogue même peut commencer depuis la grossesse. Le dialogue peut commencer dès la naissance. Le dialogue peut commencer parce que si nous avons des enfants, nous avons un bébé, nous avons une manière de communiquer déjà avec notre nouveau-né. C'est déjà le dialogue. Et dès que l'enfant est en train d'évoluer, compte tenu des besoins de l'enfant, quand tu te dis va te laver, tu t'es pas coiffé, et ton habit n'est pas propre, et comment, je donne un exemple, comment une adolescente ou un adolescent qui rentre sous la douche, comment on prépare cet adolescent ou cette adolescente à bien se laver, à bien prendre sa douche, à bien s'occuper de ses parties intimes, de les entretenir, ça rentre dans la santé sexuelle et reproductive. Mais là, ce n'est pas l'acte sexuel. Comment bien se brosser, bien s'habiller, des tenues correctes, ça rentre dans la santé sexuelle et reproductive. Les changements de son corps à un certain âge, vous voyez que ça vient, mais ce n'est pas quand on n'attend pas quand ça vient avant de communiquer avec l'adolescent ou l'adolescente. On sait qu'à ce moment précis, il doit y avoir des changements au niveau de son corps. Mais il faut préparer l'adolescent, à vivre ces changements au niveau de son corps. Par exemple, nous donnons l'exemple des menstrues, par exemple au niveau des filles, des adolescents, des filles, et nous avons la pollution nocturne chez les garçons. Mais il faut les informer avant. C'est pas un beau matin ou un soir ou à n'importe quel moment que l'adolescent se trouve à avoir les menstrues. C'est pas en ce moment qu'elle a l'information. Donc, les adolescents ont des besoins différenciés. Les adolescents et les adolescentes constituent même un groupe très très hétérogène et un groupe diversifié avec des besoins différents. Les adolescents n'appartiennent pas au même milieu, ne vivent pas les mêmes réalités dans leur environnement, leur mode de vie. Les personnes à charge aussi influencent ces adolescents. Donc, les adolescents ne sont pas les mêmes d'un milieu à un autre. Nous savons tous que l'acte sexuel, c'est le partage d'amour et d'intimité entre deux individus. Et nous savons, nous sommes les résultats d'un acte sexuel de nos parents. Donc, nous ne devons pas cacher ces informations à nos adolescents, puisque si nous leur cachons ces informations, ils vont s'informer autrement. Donc, leur dire toute la vérité, d'abord, c'est un droit. Le droit à l'information, c'est un droit. On ne doit pas cacher ces informations aux adolescents et aux adolescentes. Mais leur expliquer les inconvénients de ne pas se protéger ou de ne pas protéger son ou sa partenaire en allant à l'acte sexuel. Leur donner des informations sur les impacts que les relations amoureuses peuvent avoir sur leurs études ou tout ce qu'ils sont en train de faire. Pas leur interdire, pas dire que ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Mais les risques d'une relation empreinte par exemple de violence, par exemple, les risques dans une relation, les risques encourus dans une relation malsaine par exemple, les risques encourus dans une relation évoluant dans l'insécurité par exemple. Donc c'est des informations que nous devons donner aux adolescents et aux adolescentes. Je pense que c'est la peur ou bien c'est un manque d'information aussi au niveau des parents. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. On ne donne que ce qu'on a reçu. Si, en votre temps, on ne vous a pas donné ces informations, en votre temps, on ne vous a pas éduqué à vous donner l'information complète, et que si, entre-temps, vous n'avez pas eu des informations, vous n'avez pas été sensibilisé sur les questions de la santé sexuelle et reproductive, vous n'avez pas fréquenté des milieux ou des endroits où ces informations étaient disséminées ou vulgarisées,
vous ne pouvez que donner ce que vous avez reçu. Également, il y a les influences, il y a les facteurs. Les facteurs, on va parler de la religion, on va parler des normes, des coutumes, il y a beaucoup de facteurs. Donc, mais la plupart, c'est la méconnaissance ou l'ignorance des informations relatives à la santé sexuelle et reproductive, au respect des droits des adolescents, adolescentes et jeunes. Les parents doivent éviter de donner la fausse information en ce qui concerne la sexualité aux adolescents et aux adolescentes. Éviter de dépeindre la sexualité comme une mauvaise chose, comme en lien avec des maladies, des IST, c'est un cauchemar, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est ceci. Peut-être que quand tu vas passer à l'acte sexuel, tu vas mourir, ou bien, bon, il y a plusieurs manières d'éduquer ou de passer l'information dans la peur. Nous devons toutefois prendre nos enfants comme des sœurs, des frères, des amis pour instaurer ce dialogue au sein de notre famille. Parce qu'il faut profiter des instants, des moments dans notre environnement. Par exemple, les médias, et des événements précis qui se passent dans notre environnement, la lecture, une histoire racontée, pour discuter avec, pour enclencher la conversation, le dialogue avec l'adolescent, l'adolescente ou le jeune. Et ce n'est pas à faire à un moment et après on laisse, c'est de façon continue. Docteur Hortense Saïzounou a insisté sur le rôle pertinent des parents dans l'éducation de la vie sexuelle des enfants. Micheline Adjovi, c'est vrai que vous encadrez de tout petits enfants. Dites-nous, avec vos enfants à la maison, parlez-nous de votre expérience. Oui, mais docteur, elle a beaucoup expliqué ce qui devrait être. C'est à la maison que l'éducation sexuelle s'enseigne. C'est à la maison, avec les parents, par le dialogue. Il faut commencer par dialoguer, surtout la mère, la maman. Depuis l'étape de la grossesse. On ne parle pas de l'éducation sexuelle depuis l'étape de la grossesse, mais on discute depuis la grossesse avec le bébé qui est dans son sein. Donc, il faut apprendre à communiquer déjà avec son enfant. Depuis qu'il est dans le sein, on communique. Dès qu'il bouge, il faut lui parler. Il faut que l'enfant, encore en sein, sent qu'il est en contact avec sa mère. Et c'est ça qui crée le grand lien avec la maman. C'est cela. Maintenant, lorsque l'enfant naît, il faut discuter, il faut parler. On pense que l'enfant ne comprend rien. C'est faux. Par les vibrations qu'on émet, l'enfant comprend. Lorsque l'enfant est en train de crier ou bien de pleurer, qui est sa seule manière de s'exprimer, vous l'apaisez. Lorsque ses parents arrivent et l'apaisent et le câlinent ou bien le prennent dans les bras, il se tait, il se sent rassuré, il n'a plus peur. Donc, ce sont des moyens de communication, de dialogue. Maintenant, l'enfant, lorsqu'il grandit, si c'est une fille, il faut commencer par parler. Oui, mais tout le monde dit qu'il faut parler, il faut dialoguer. Dans le dialogue, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Par exemple, une petite fille, quand sa maman est enceinte de son frère qui vient ou bien de sa soeur qui vient, mais elle pose souvent des questions. Non, je parle de l'éducation sexuelle dont on parle. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on met dedans? Par exemple, une fille, par exemple, lorsqu'elle commence par grandir, les seins commencent par poindre. Il faut commencer par la préparer psychologiquement pour le développement, les changements qui seront induits dans son corps par la sécrétion des hormones. Il faut commencer par lui dire, et ne rien dramatiser. Dire de manière joyeuse, positiver, oh ma fille c'est d'être sain, et bientôt c'est ceci, préparer à l'avance l'enfant avant les premières menstrues. Il ne faut pas que les menstrues soient une surprise pour elle. Il faut qu'elle soit déjà préparée. Bientôt,
Et les Bientôt, enfants les d'aujourd'hui... tontons vont regarder, les tontons et vont les enfants dire que tu as d'aujourd'hui sont aimé. tellement précoces. À 11 ans déjà, les menstrues arrivent. Donc, il faut déjà dévancer ce fait. Il lui dit, bientôt, tu trouveras du sang. C'est pas sorcier, c'est rien de grave. Exactement. C'est rien de grave. C'est ça qui naturel. arrive. Tu es une fille. Moi aussi, j'ai eu ça, et voilà, et puis voilà. Et tranquilliser l'enfant, la mettre en confiance. Mais tout ça, il faut déjà que le parent soit suffisamment préparé lui-même à l'avance. Il faut que le parent soit préparé et il faut que le parent ait le temps et consacre ce temps à son enfant. Alors, Et souvent, c'est ce temps-là qui manque. C'est ce temps qui fait défaut. comment s'est fait la traversée à votre niveau avec vos enfants à l'âge adolescent? Moi, j'ai une fille. J'ai un garçon et une fille. Avec la fille, c'est qu'il y a une complicité. Une grande complicité. On se parlait de ce que... C'était une nuit qu'elle a eu ses premières menstrues. Le matin, ah maman, ce dont tu me parlais, c'est arrivé. Voir. Mon slip est taché. Oh, félicitations. Il faut féliciter sa fille. Il faut féliciter sa fille lorsqu'elle a ses premières menstrues. Parce que ça décline d'abord la bonne santé de sa fille et aussi sa chance d'être mère un jour. Donc, on félicite l'enfant et ça fait une joie. Ce jour-là, il faut préparer un mets spécial pour célébrer Oui, c'est ça. comme ça. Chez moi, ça a été comme ça à la fête. On a fêté parce que ma mère est de l'ancienne génération. Oui. Donc, elle m'a expliqué quand c'est venu à son niveau, ses parents, c'était une Oui, fête. en Donc, fait. elle a perpétré Alors, ça. on peut fête. aussi faire l'anniversaire des menstrues. On fait ça pour mettre l'enfant à l'aise. Parce que c'est naturel. C'est quelque chose de naturel. On ne doit pas avoir honte de ça. On ne doit pas avoir peur de ça. C'est quelque chose de naturel qui confirme qu'on est une femme, qu'on est en droit d'être une épouse et une mère. Donc, Quand on parle des prérequis de la relation entre parents et enfants, qu'est-ce que vous pensez du vouvoiement et du tutoiement? Parce que personnellement, j'ai l'impression que le vouvoiement à la base met des barrières. Et puis, bon, le fait de dire vous, ça n'emmène pas forcément une fille à avoir le courage d'aller dire vous savez, enfin, c'est la conception que j'ai de la chose. Maintenant, en tant que coach, entre les parents et les enfants, c'est une complicité, c'est l'amitié, c'est le tutoiement à la maison. Voilà. Hein? On tutoie. On parle spontanément. Parce que si vous mettez à exiger un respect à outrance, l'enfant se retraite. L'enfant se retraite. Parfois, ce n'est pas les parents qui exigent, mais c'est à l'école qu'on apprend aux enfants qu'on doit vouvoyer les grandes personnes. Et les parents étant beaucoup âgés pour eux, du coup, ils se mettent à vous vouvoyer. Non, mais à la maison, lorsque l'ambiance est vraiment cordiale, ça vient spontanément. Le tutoiement. Le sujet, le sujet est l'âge. Sujet du jour. Le sujet est l'âge et danse. Mais l'éducation sexuelle s'apprend à la maison. Depuis la maison. Depuis la maison. Depuis la maison. Ce n'est pas dans la rue ni à l'école. C'est à partir de la maison qu'on met son enfant en confiance totale. Et cela la guérit même contre toute velléité. Voilà, la question de l'initiation à l'éducation sexuelle des jeunes et adolescents, on en parlera tout le temps. Nous allons évoluer, nous allons découvrir tout à l'heure une jeune femme que nous invite à découvrir donc Anita Marcos. Elle est béninoise, elle s'investit dans la mode. La mode et le pagne africain ne semblent plus avoir aucun secret pour Maureen Haïté. Ce n'est en effet pas pour rien qu'elle a créé la marque de prêt-à-porter Nana Wax, faite de créations qui réunissent harmonieusement la culture occidentale et africaine.
Diplômée en licence langue, littérature et civilisations étrangères, spécialisée en espagnol, son amour pour le tissu africain a vite pris le dessus, puisque de sa page Facebook à travers laquelle elle présentait elle-même ses créations aux ventes privées, très tôt organisées à Paris, à New York, à Montréal, à la Barbade, à Londres, etc., le succès ne s'est pas fait attendre. Icône de la mode africaine, jeune entrepreneur, passionnée par son métier, elle doit son succès à son talent, aux réseaux sociaux et à sa ligne de vêtements Nanawax. Engagée et décidée à continuer de faire des merveilles, Maureen Haïté fait la fierté de son pays, le Bénin, et plus particulièrement de la gente féminine d'ici et d'ailleurs. C'est un modèle de réussite à copier et à photocopier. Un modèle de réussite à copier et à photocopier. Un top modèle du Bénin. Pourquoi spécialement Maureen Haïté? Parce que nous sommes ici dans le cercle des femmes, le boulevard des femmes comme on a dit, et puis la femme est souvent teintée de glamour, de style, elle doit bien s'habiller, elle doit apparaître sous son meilleur jour, et Maureen fait bien de créer des vêtements originaux pour les femmes que nous sommes. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui m'a amené à faire parler de Maureen aujourd'hui. On a quand même beaucoup de ces dames qui s'investissent dans la mode au Bénin. Et quelle est la particularité de Maureen Haïté selon vous? Alors, Maureen, déjà, c'est le talent qu'elle a et l'amour qu'elle a pour le pagne, parce que d'après ce que j'ai appris, sa grand-mère était dans tout ce qui est pagne, dans nos tissus africains là, donc elle était tout le temps fourrée avec sa grand-mère, et donc c'est dès le bas âge qu'elle est tombée amoureuse, si je peux m'exprimer ainsi, du pagne. Et donc ça l'a suivi malgré les études, les nombreux voyages pour aller étudier. Elle n'a jamais perdu cet amour-là pour le pagne, et donc elle a elle-même initié C'est là aussi que son histoire est particulière, parce que les réseaux sociaux ont beaucoup apporté dans son succès, parce que c'est grâce à des vidéos où elle jouait elle-même au modèle, elle portait ses propres créations, comme sur les photos comme sur les belles photos qu'on a vues tout à l'heure, qu'elle a pu se faire remarquer, que les gens ont pu remarquer son talent et croire en elle. Je crois qu'elle a été quand même persévérante sur le fait que chaque fois qu'elle présentait un modèle, elle avait des commentaires qui l'aidaient à améliorer ses créations. Et de fil en aiguille, elle a commencé à faire des ventes privées, ici et ailleurs, et puis c'est parti comme ça. C'est les réseaux sociaux qui vous font, qui vous défont également. Voilà, le revers et puis... Oui, ce que j'aime bien chez Maureen Haïté, c'est le tissu, les anciens motifs, comme on aime l'appeler, auquel elle donne vraiment de la valeur. Quand vous voyez dans la plupart de ces modèles, ces catalogues, ce sont ces anciens pagnes que personne ne veut, on dit c'est des motifs passés. Elle les prend vraiment, elle en fait de beaux designs. Elle les réactualise. Elle a spécifié dans un reportage que j'ai vu dans lequel elle disait qu'elle aime bien. Elle va au marché elle-même acheter les tissus, et elle précisait qu'elle aime bien les anciens motifs. Super. Donc, si elle restait avec sa grand-mère et tout, ça déteint toujours sur elle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'éducation. On ne transmet que ce qu'on a reçu. Voilà. Maintenant, l'autre chose, c'est que ces modèles ne courent vraiment pas les rues. Et vraiment, la créativité, elle est unique. Et c'est pour cela que vous voyez le choix de c'est Anita, elle s'appelle. C'est elle, Anita. Je suis là devant vous. Elle, c'est Maureen Haïté. Ah, ok. Donc, ses parents n'ont pas résisté à son choix. Il faut laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent faire et non leur imposer quelque chose qu'ils n'aiment pas. Lorsque un enfant s'investit dans ce qu'il aime faire, il se donne. Il se donne avec passion. Il se donne avec amour. Et lorsqu'il se donne, il crée. Il crée. Et vous l'avez dit, que ces créations sont uniques. Lorsqu'on travaille par la main, la création est toujours unique. Comme nous aussi, chacune de nous, nous sommes uniques. Il n'y a pas deux comme Ghislaine dans le monde entier. Elle est unique. Même si vous naissez jumeaux ou jumelles, chacun des jumeaux est unique. Il n'y a pas deux. C'est comme si on est créé, on est modelé d'une manière artistique. Il n'y a pas deux. Donc, vous l'avez entendu, je suis unique. Chacune
chacun des êtres humains, nous sommes tous uniques. Donc, elle crée spécifiquement pour chacune de ses clients. Et c'est ça la création. Et Micheline Adjovi est unique. Elle est écrivaine. On a plusieurs écrivains au Bénin, mais Micheline Adjovi est aussi unique en son genre. Elle est unique d'autant plus que nous allons parler d'un autre écrivain, avec Carmen Toudonou, qui nous amène dans l'univers de l'omerta du viol. Bonjour, mesdames, messieurs, Tâche-Dent vous présente aujourd'hui ce récit qui est titré « L'omerta du viol » de Noël Kouagou. Le livre présente le parcours d'une jeune femme, Doniela, qui est confrontée à plusieurs tentatives de viol tout le long de sa vie. Le viol ici décrit n'est pas que physique, mais il passe également par le harcèlement moral et les blessures psychologiques. En retraçant le parcours de ce personnage, l'auteur nous donne une large palette de toutes les épreuves que peuvent et que doivent subir les filles déjà lors de l'adolescence, à l'école et dans les centres d'apprentissage, mais même plus tard dans la famille et dans le monde du travail. L'auteur de ce livre, Noël Kouagou, est un Béninois vivant en Allemagne et son propos est d'en appeler à la conscience de tout un chacun de nous afin que nous puissions ensemble briser l'omerta du viol. On se quitte avec un passage du livre et nous sommes page 38-39. Revenir tardivement pieds nus dans un état d'étourdissement total et surtout avec un t-shirt d'homme ne pouvait que corroborer les idées préconçues. Ce qui m'exaspérait le plus, c'est le handicap de ne pouvoir raconter à quelqu'un cette douloureuse mésaventure qui restera comme une tache indélébile dans mon existence. Je ne savais pas si je pouvais même le dire à ma mère. Que me dirait-elle? Elle me poserait la question de savoir si je suis sûre de ce dont je parle. Si elle était convaincue de mon récit, elle me dirait certainement que c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu cherchais chez lui avant que cela ne se passe? Leur avouer que j'avais échappé à un viol serait avouer que j'avais été violée. Et pour dire vrai, ce fut un viol, même s'il n'eut pas de pénétration physique. Il m'avait pénétré en pensée et surtout avait violé mon âme. Faut-il avoir des traces de sang, des os fracturés, une blessure visible pour être considéré comme blessé? Blessure psychologique. Il fallait développer une stratégie pour raconter mon histoire. Mon esprit trouva alors une solution. Se dissocier de mon corps et se placer 2 mètres à l'écart pour regarder la scène. Je me dédoublai pour être capable de réfléchir, d'analyser la situation et surtout ne rien sentir pour refuser la réalité, pour ne pas comprendre que cet homme s'était acharné à me faire du mal, à me gifler, à profiter de mon corps. Voilà, l'omerta du viol, édition Sidney Laurent à Paris. Ce sera tout pour cette rubrique. Mesdames, Messieurs, à très bientôt. Micheline Adjovi, c'était Tache d'encre. Ah oui, la partie que j'ai écoutée est vraiment... Ça touche parce que le viol, c'est une calamité, c'est grave. C'est grave. On garde les séquelles à vie. À vie. On est traumatisé à vie. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Et surtout, lorsque ce viol est commis par un éducateur, un enseignant, c'est davantage grave, c'est abominable. Vous confiez votre enfant à l'école dans les mains d'un instituteur ou bien d'un enseignant et qui la viole. Je ne trouve pas de mots pour qualifier ce crime. C'est un crime abominable qui doit être puni sévèrement, très sévèrement, parce que ça ne se conçoit pas. Ça ne se conçoit Mais il y avait la partie l'omerta du viol. C'est vraiment... Quand on parle du viol, c'est un drame innommable que vivent beaucoup de femmes. Et malheureusement, ce qui inquiète ou ce qui fait mal, c'est quand les femmes se fondent dans le silence, parfois de peur de ne pas subir les représailles ou les
préjugés venant de la société, parce que tout de suite, on l'a entendu d'ailleurs, on te demande, mais qu'est-ce que tu faisais en sa compagnie? Comment c'est arrivé? Or, le premier attitude à adopter quand quelqu'un est victime de viol, c'est d'écouter d'abord la personne, de croire en la personne, en ce que la personne vous raconte et de rassurer, quitte à suivre la procédure indiquée plus tard. Mais on est dans une société où on incrimine d'abord la personne victime et ça fait que les gens n'en parlent pas et puis les séquelles restent à vie, malheureusement. Et Anita Marcos, dans le passage lu par Carmen Toudonou, la personne, ou comment dirais-je, la victime avait du mal à s'exprimer. Elle se demandait est-ce qu'il faut qu'elle aille dire ça à ses parents. Déjà qu'elle parlait de blessures psychologiques parce qu'elle s'est demandé est-ce qu'il faut forcément que j'ai du sang, que j'ai des marques sur le corps pour estimer avoir été violée, bien qu'il n'y ait pas eu pénétration. Je sens quand même que j'ai été violée. Elle a parlé de... Donc déjà, sous cet aspect-là, je me dis que c'est déjà difficile à présenter. Comment est-ce qu'elle peut présenter? On va peut-être lui demander. Oui, ce que je disais en fait, c'est la difficulté qu'elle a maintenant à aller vers sa maman pour en parler. C'est toujours ce problème d'éducation, de communication entre parents. Et là encore, on voit toute l'opportunité ou l'importance de cultiver cette communication-là parce qu'on ne le souhaite pas. Mais si quelque chose arrive à votre fille, il faut qu'elle soit en mesure de le dire pour que vous puissiez l'aider à prendre les dispositions qu'il faut. Eh oui, le dialogue parent-enfant, on n'a pas cessé d'en parler. Nous allons sensibiliser tout autour, c'est notre rôle et nous allons nous y mettre de plus belle. Et parce que les femmes, nous savons souvent bien faire les choses. Malgré tout, voici encore des recettes et astuces pour le bien-être de l'homme et c'est toujours avec Yasmine Damata. Un nouveau numéro de votre rubrique recettes ou astuces de femmes. Aujourd'hui encore, je vous propose une astuce pour vous, mesdames. Comment prendre soin du visage de votre homme? Vous en apprendrez plus avec notre esthéticien Malik Jody. Ce sera tout de suite. Suivez-moi, vous en saurez davantage. Alors, monsieur Malik Jody, vous allez nous apprendre comment prendre soin du visage de nos maris. Oui, avec des choses que vous pouvez trouver facilement dans votre cuisine. Des choses simples. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire? Juste une petite exfoliation qu'on appelle gommage. Vous allez constater, les dames sont souvent proches de leur chérie quand elles veulent faire des petits bisous, des câlins. Elles constatent qu'il y a du sébum apparent. Ce sont ces petites pointes qu'on a au niveau du menton. Ça sort quelquefois au niveau du nez, quelquefois au niveau supérieur de la joue. C'est pas agréable. C'est pas du tout agréable. Et quand madame constate ça, madame peut proposer quelque chose. Peut-être un dimanche à la maison, pendant que tout le monde se repose. Allez, mon chéri, viens, je vais faire quelque chose. Je vais te faire une petite exfoliation. Pour cela, qu'est-ce que vous pouvez trouver dans votre cuisine? Vous pouvez trouver du sel pour ses propriétés émollientes et adoucissantes. Ok? Vous pouvez, à défaut du sel, ou si vous voulez, puisque vous allez le faire souvent, ok, vous allez faire souvent une exfoliation à monsieur, vous pouvez changer, varier. À la maison, on a souvent du sucre en poudre. De préférence, il faut choisir le sucre roux, comme on le dit ici. Et là aussi, vérifier le grain. Donc, si vous n'en avez pas, quand vous allez faire vos courses, essayez d'en acheter et d'en avoir à la maison. Voilà. Ou du sucre. Ou vous allez faire également, si monsieur boit du café, si c'est des capsules ou bien le café moulu qu'on met au niveau de la cafetière, vous allez faire une collection. On a l'habitude de jeter.
Quand c'est du café mou, on jette. On a fini, on jette. Madame peut récupérer ça, sécher et mettre dans un sac plastique ou dans un bocal. Ça peut servir de base d'exfoliation. Voilà. Le son de maïs également. Ok, mais il faut que ça soit vraiment un produit dur. Ou bien, tout simplement, il y a des dames qui ont du maïs là, dans leur cuisine. Mais on a tout, hein? Vous avez tout. C'est pour ça, puisque c'est des astuces de femme. On dirait à la femme ce qu'elle peut utiliser. Vous avez également du curcuma. Ok, qui peut servir de base. Donc tout ce que je viens de citer constitue des bases d'exfoliation. Il y a bien d'autres choses, mais je vais me contenter de ça. C'est ce minimum qu'on peut avoir dans sa cuisine. Ok, voilà. Donc, si vous avez cette base, vous aurez aussi besoin de quoi? Du citron. Ok? Vous aurez aussi besoin d'un peu de miel, si vous voulez. Ok? Et nous allons faire un petit mélange. Vous aurez aussi besoin du bicarbonate. Ok? On va faire un petit mélange et on va voir comment est-ce qu'on pratique une exfoliation, comment est-ce que madame peut pratiquer une exfoliation à monsieur. J'ai mon citron, je trempe mon citron pour la face coupée dans mon mélange. Comme il y a du bicarbonate, ça va mousser. Et puis, je peux tout doucement commencer à masser la peau en faisant des petits ronds. Mesdames, faites-le à vos hommes comme Pulvarius Balogun l'a convié ce soir. Portez-vous bien, à la prochaine. Vous avez appris, hein? Ah oui. Oui. C'est bon? La leçon Miel, le ici? citron, Oui, je savais. Tata Micheline aussi dit que c'est bon. Hein? Oui, il faut entretenir sa peau. En plus, du coup, le visage a changé. Il y a eu un certain éclat. Plus de après le couleur. bain. Il faut entretenir. Bon, nous allons quand même évoluer. Micheline Ajovi, vous êtes coquine ou taquine? J'aime bien m'amuser. Bon, on va découvrir ce que vous êtes tout à l'heure. Coquine, taquine. Micheline Adjovi aime bien s'amuser. On joue un peu, donc elle est taquine. Micheline Adjovi, quel est votre plus gros fantasme? Fantasme. Rire toute seule. Toute seule? Rire de rien. M'éclater de rire. En pensant à certains événements passés sur le monde. Rire simplement. Wow. Rire. 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 Je vais bien me retrouver à rire sans... Ah oui, sans raison. Sans raison, sans cause. Rire jusqu'aux larmes. Ah oui. Ah oui, il m'arrive. Sans penser à rien du tout. Je ris.
Eh bien là, dis donc, vous êtes unique. Comment réagiriez-vous si par hasard vous surpreniez votre propre sœur dans les bras de votre mari? Ça ne peut pas se passer. C'est pas possible. Bon, et si ça se passait? Je m'attendrai à ce que mon homme ou bien ma soeur m'explique pourquoi ça. Sinon, je saurais me maîtriser face à un tel spectacle. Et quelle sera la suite? Je m'attendrai à une explication. Et après, je ne dirai rien, mais je et vais après les m'attendre explications, à des explications. il faudra juger après. Bon, Et juger entre c'est après les explications que je verrai ce que qu'il je faut pourrais faire. Mais je vais rester... Je vais pouvoir me maîtriser devant une telle situation. On sent déjà que ça sera une situation pénible. Embarrassante. Non, mais je vais pouvoir me maîtriser. Parce que quand me demander ça, c'est quoi? Je m'attendrai à... Contre une forte somme d'argent, votre mari vous propose d'abandonner vos activités et pour vous consacrer uniquement à lui. Non, c'est pas possible. La réponse c'est pas possible. La réponse est venue avant. Je dois être moi-même, m'exprimer, faire ce que j'aime. Quelle que soit l'immensité de la fortune de mes parents ou de mon mari, je dois pouvoir m'exprimer moi-même. Alors, à défaut d'exécuter son ordre, si vous demandez de partir. Ah, mais je vais partir. C'est pas vrai. Rapidement. Je dois pouvoir m'exprimer. Parce que je ne suis pas venue ici-bas pour croiser les bras sans rien faire. Je dois laisser mon nom à la postérité. C'est une dame de principe, Le principe Micheline. de caractère. Je dois laisser mon nom, je dois laisser une œuvre à la postérité. Mais on ne peut pas m'empêcher D'être. non, c'est pas possible. Ben voilà, chers amis, nous avons fini. Et ce numéro de Boulevard des Femmes, c'était quelques tours sur la question de l'initiation à l'éducation sexuelle, rôle et attitude des parents. Nous avons écouté Dr Hortense Lokossou sur les principes du dialogue parent-enfant, de la confiance à établir entre l'enfant et le parent. Micheline Adjovi, notre invitée fille rouge, nous a également dit combien c'est important de préparer et de contribuer au développement personnel de l'enfant, l'estime de soi en quelque sorte. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Micheline Adjovi, merci d'être notre invitée. Mirabel Akwaki, vous avez été charmante compagnie. Anita Marcos, Je confirme. 52 minutes, ça s'écoule si vite. Si vite. Très vite. On n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vraiment vu le temps passer. Alors, chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez également aimé. À très bientôt. À bientôt.